le crocodile du Nil règne en maître sur les cours d'eau d'Afrique. C'est l'un des reptiles les plus impressionnants et les plus redoutés au monde. Il est considéré comme l'animal le plus dangereux du continent africain. Capable d'attaquer un homme sur un rivage ou à bord d'un bateau, ce crocodile terrorise les villageois avec qui il partage le fleuve. On ignore à peu près tout de son comportement sous l'eau. Brad Bestelink, caméraman spécialisé dans les documentaires animaliers, est bien décidé à en savoir plus. Lors de sa mission, il sera amené à plonger dans l'Okavango, dont les eaux sont infestées de crocodiles. Son objectif, filmer ces créatures imprévisibles sans matériel de protection. Personne n'a encore jamais osé se lancer dans une telle aventure. Il va suivre ses prédateurs dans leur élément naturel. Situé au Botswana, le delta de l'Okavango est alimenté par un fleuve qui traverse une vallée peu profonde, le Panhandle. Large de 15 km, le fleuve serpente depuis la frontière nord du Botswana jusqu'au delta, à 120 km de là. Pendant l'hiver, entre mai et août, le Panhandle inonde de vastes étendues de papyrus et d'herbes. Brad Bestelink connaît cette zone de crue comme sa poche. J'ai grandi près de l'Okavango. J'ai joué sur toutes les îles du fleuve, nagé dans toutes ces lagunes, exploré tous ces canaux. C'est mon terrain de jeu depuis toujours. Brad revient chaque hiver filmer les créatures étonnantes qui peuplent le Panhandle. Il ne manque pas de sujets, car en cette saison, un grand nombre d'animaux rallient cette région luxuriante pour se nourrir et se reproduire. Les plus imposants résidents de la vallée, les hippopotames, creusent des canaux dans les champs de roseaux qui s'étendent à perte de vue. Le cob de l'Etchoué est une antilope aux sabots écartés, adaptée à la vie dans un environnement aquatique. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie, insectes et poissons pullulent dans le fleuve, ses affluents et ses lagunes. Le Panhandle abrite plus de 70 espèces de poissons. Les plus petits et les plus jeunes vivent dans les lagunes de nénuphars, loin des prédateurs qui rôdent dans les canaux plus larges. Le poisson-tigre est l'équivalent africain du piranha d'Amérique du Sud. Il a des dents très aiguisées et peut se montrer très agressif. Mais ce n'est pas lui qui domine la chaîne alimentaire locale. Cette abondance de poissons attire un prédateur plus redoutable encore, le crocodile du Nil. La région du Panhandle compte plus de crocodiles que l'ensemble du delta de l'Okavango. Et en hiver, l'instinct de reproduction en attire encore, si bien que leurs effectifs peuvent atteindre 3000. Ces eaux poissonneuses ne sont pas appréciées que des crocodiles, elles intéressent aussi les hommes. Ils investissent progressivement les lieux, disputant aux reptiles le territoire et les ressources de la région. Cette cohabitation forcée n'est pas toujours pacifique. Les attaques de crocodiles sont de plus en plus fréquentes. Il arrive que les pêcheurs se fassent happer à bord de leurs pirogues. Mais la plupart des victimes sont des femmes et des enfants venus faire leurs ablutions. Sur les 750 attaques mortelles de crocodiles recensées annuellement en Afrique, 15 ont lieu au Botswana.
Brad Bestelink est bien conscient des dangers qu'il court en sillonnant ces eaux. Pourtant, il ne peut s'empêcher d'y revenir chaque année. Cette fois-ci, il est venu avec sa famille. Ses enfants constituent la 5e génération de Bestelink nés au Botswana. Comme Brad, ils sont fascinés par cette région. Andy, l'épouse de Brad, est aussi férue d'aventure. Brad et moi sommes très curieux. On a tous les deux envie d'explorer le monde pour mieux connaître notre environnement. Pourtant, une mère commence toujours par s'inquiéter. Au départ, j'avais très peur de les emmener dans cette région. Mais ce n'était pas justifié parce qu'ils s'épanouissent vraiment ici. Ils s'y sont adaptés très facilement. Ils n'ont peur de rien. Peu de gens connaissent aussi bien que Brad le Panhandle et sa faune. Il a commencé à les filmer il y a plus de 10 ans. Mais le documentariste est subjugué par un animal en particulier, le crocodile du Nil. Il souhaite filmer ce redoutable prédateur sous l'eau, une entreprise jamais tentée auparavant. Brad a entrepris de documenter la chasse des crocodiles sur la Héronnière, le territoire de reproduction des oiseaux serpents et des cormorans. Les crocodiles se glissent au pied des arbres et attendent qu'un oisillon inexpérimenté chute du nid. Seuls leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont visibles à la surface. Impossible alors d'évaluer leur gabarit. Brad est prêt à filmer l'attaque. Ce jeune oiseau qui se jette à l'eau ne sait pas encore voler. Il tente donc de se hisser sur la racine d'un arbre. Mais l'oiseau serpent est plus à l'aise dans l'eau. Il est gêné dans son ascension par ses pattes palmées et son long cou. Bien souvent, cette maladresse est fatale. Après avoir capturé sa proie, le crocodile disparaît sous l'eau. On ignore ce qu'il fait une fois immergé. Pour Brad, il est clair que cette étape essentielle du comportement de chasse du crocodile manque à son étude. Quand j'ai vu les oiseaux serpents et les cormorans plonger, j'ai compris qu'il fallait que j'observe les crocodiles sous l'eau pour mieux les comprendre. Ils y passent beaucoup de temps. C'est là qu'ils chassent. Il est donc essentiel que je les suive dans cet environnement. Brad décide de plonger dans les eaux de la Héronnière. Personne ne s'y est jamais risqué. Si l'expérience aboutit, il sera le premier à filmer le comportement des crocodiles sous l'eau. Il ne s'agira pas simplement de nager parmi eux. Il va s'introduire sur leur territoire de chasse, des eaux qu'il sillonne la faim au ventre. Il a tout intérêt à bien préparer son expédition. Il devra savoir quoi faire en cas de confrontation. Le scientifique Vince Shax va lui prodiguer quelques conseils. Vince dirige un projet de suivi des crocodiles de l'Okavango pour les parcs nationaux du Botswana, dont l'objectif est de délimiter des secteurs de protection pour ces reptiles. Depuis 5 ans, Vince et son équipe capturent, mesurent et équipent de colliers les crocodiles du fleuve afin de les examiner et de les recenser avec précision. Small, éteins la lumière. La nuit, l'équipe a plus de chances de localiser les animaux. Leurs yeux scintillent dans l'obscurité. Il comporte une couche réfléchissante qui permet d'augmenter la quantité de lumière captée par la rétine. Ainsi, les crocodiles repèrent leur proie plus facilement.
Vince a attrapé un jeune reptile d'une seule main. Il doit être prudent car ses petites dents pourraient très bien lui déchiqueter l'autre. L'équipe, en revanche, a plus de mal à capturer les reptiles de plus d'1 mètre. Sur l'embarcation, seul le projecteur servant à localiser les crocodiles est allumé. Brad et Vince, tapis dans la pénombre, peuvent approcher leur cible en toute discrétion. Ils se dirigent vers un spécimen autrement plus imposant. L'équipe s'efforce d'agir vite afin de minimiser son stress. Continue à tirer. Passe-le autour de sa gueule. Surtout, il faut que tu te sentes en sécurité. Il faudrait qu'il morde le tissu. Vince bande les yeux de l'animal dans le but de l'apaiser. Sa méthode est efficace. Prêt ? 1, 2, 3. On le retourne. Attention à sa queue. La queue, c'est bon ? Assieds-toi là. Les scientifiques retournent l'animal pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Bon, c'est toi qui vas commencer. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien si tu restes assis sur lui. C'est une femelle. Brad et l'équipe maintiennent l'animal en place pendant que Vince l'examine. Un quart d'heure plus tard, le scientifique a recueilli toutes les informations qu'il souhaitait. Ce sont des crocodiles de cette taille qui peuplent les canaux en cette saison. Vince et ses collègues ont capturé et identifié 2500 individus. L'hiver est la saison la plus propice à cette étude. En effet, les crocodiles affluent vers le Panhandle pour se reproduire. C'est aussi la meilleure période pour plonger, car la clarté de l'eau est optimale. Pour l'instant, l'eau est très claire et il fait encore froid. On a combien de temps pour plonger, à ton avis? Il faut le faire le plus vite possible, avant que l'eau se trouble et que l'atmosphère se réchauffe. Toi qui connais bien les crocodiles, comment penses-tu qu'ils vont réagir? Je ne sais pas trop. Cette expérience est une première. Personne n'a passé beaucoup de temps avec eux sous l'eau. Je pense qu'ils réagiront s'ils voient que tu t'approches d'eux. Mais on est en hiver, l'eau est froide et leur métabolisme fonctionne au ralenti. D'après moi, il n'y a pas vraiment de bon moment pour plonger. Mais si tu y tiens, fais-le maintenant. Il faut être fou pour nager auprès des crocodiles, quelle que soit la saison. Bien que dubitatif, Vince est curieux de voir quelles images Brad sera en mesure de rapporter. Pour ce soir, le travail est terminé. C'est du beau boulot. Dans ce secteur, la plongée n'est possible que 2 mois par an, lorsque les sources du Nord inondent le Panhandle. Les eaux déferlantes balaient les sédiments et les particules en suspension. Ainsi, on dispose d'une bonne visibilité jusqu'à 10 mètres de profondeur. À la fin de l'hiver, le niveau d'eau baisse. Un autre facteur facilite la plongée à cette époque de l'année, la température de l'eau. En hiver, l'eau est froide. Le métabolisme du crocodile ralentit. Il mange moins et est beaucoup moins actif pendant cette saison. Les crocodiles seront donc plus léthargiques, moins agressifs. Brad se dit qu'il ne risque rien, car les crocodiles sont habitués à chasser des proies de petits gabarits, comme des oiseaux et des poissons. Mais ce n'est qu'une théorie.
Il espère que les reptiles seront découragés par sa taille. Fort de sa théorie, le caméraman s'apprête à plonger aux côtés des crocodiles dans les eaux de l'Aéronnière. Le seul moyen de mettre sa théorie à l'épreuve est de risquer sa vie. En cas d'attaque, il sera sans défense. Andy, l'épouse de Brad, est monitrice de plongée. Elle va accompagner son mari pour plus de sûreté. Quant à Vince, il les suivra en bateau. Pour ne pas perturber les oiseaux, Brad et Andy ont choisi de plonger en amont du canal, puis de se laisser porter par le courant. Les deux plongeurs, qui dérivent rapidement, découvrent d'immenses arbres entièrement immergés. Une pirogue de pêcheurs. La théorie de Brad serait-elle erronée? Chaque année, des pêcheurs de l'Okavango disparaissent. Généralement, on ne retrouve rien des gens dévorés par les crocodiles. Brad et Andy sont presque parvenus à l'Aéronnière quand ils aperçoivent leur premier spécimen. Ils s'approchent. Les plongeurs suivent le prédateur qui glisse par-dessus les branchages. Il semblait moins dangereux qu'à la surface. Ce premier contact s'est très bien passé. On ne pensait pas pouvoir l'approcher d'aussi près. Dans l'eau, le crocodile se déplace avec grâce. Il se propulse grâce à sa queue puissante et replie ses pattes contre son corps afin d'offrir moins de résistance à l'eau. Pour interrompre son élan, il déploie ses pattes palmées. Brad continue de filmer. Andy observe la scène avec fascination, mais non sans appréhension. Bien que ce reptile soit relativement petit, 2 mètres seulement, il n'est pas inoffensif. Tous les crocodiles sont dangereux, quelle que soit leur taille. Mais ce n'est pas la première fois qu'Andy nage aux côtés d'un gros prédateur. J'ai suivi des requins, et finalement ce n'est pas vraiment différent de cette expérience avec les crocodiles. Mais comme personne n'avait jamais nagé aussi près des crocodiles, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Celui-ci s'évanouit dans un nuage de sable. Et c'est peut-être mieux ainsi. Brad et Andy seraient totalement démunis en cas d'attaque. L'Aéronnière est toute proche. Andy, agrippé à une branche, surveille la progression de son mari. Brad s'engouffre dans un étroit tunnel sous l'arbre. C'est le terrain de chasse des crocodiles. C'était assez effrayant. En quittant les profondeurs, nous avons rejoint un haut fond. Même si la prudence était de mise, nous étions ravis de découvrir ce nouveau territoire. Brad s'approche du crocodile. L'animal scrute la surface de l'eau. Il n'a pas encore vu le plongeur.
Brad s'avance. Trop près. Le crocodile a senti sa présence. Mais il ne fait pas mine d'attaquer. Il s'éloigne. Il est trop rapide. Brad ne peut pas le suivre. La réserve d'oxygène des plongeurs est presque épuisée. Il est temps de regagner le bateau. Ils savent que la phase de remontée est critique, car c'est en surface que les crocodiles préfèrent attaquer. Même lorsqu'on quitte les profondeurs, on craint d'être attaqué par un crocodile. On a l'impression d'être un impala dans la ligne de mire d'un prédateur. Brad est le premier à remonter. Andy est resté au fond de l'eau, où le danger est moindre. Puis Brad et Vince aux aguets, elle se hisse sur le bateau. Alors ? C'était fantastique. On en a vu 2. Je ne pensais pas qu'on pourrait les suivre d'aussi près. C'était extraordinaire. La première tentative de Brad et Andy a dépassé leurs espérances. Pourtant, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'ivresse de l'aventure les pousse à vouloir ramener plus d'images. Andy et moi avons nagé aux côtés d'un crocodile pour la première fois. C'était un moment grisant. On sent une montée d'adrénaline, en plus de la fascination. C'est la première fois qu'un caméraman filme des séquences sous-marines présentant un crocodile du Nil en milieu naturel. Cette plongée marque un tournant important. Remis de leurs émotions, Brad et Andy décident de plonger de nouveau pour filmer le plus possible. Le temps presse. Bientôt, l'eau sera trop trouble. Le couple doit profiter de cette période propice. Ils sillonnent les canaux à la recherche de crocodiles lézardant au soleil. En hiver, les eaux de l'Okavango sont très froides. Les crocodiles doivent donc s'étendre au soleil pour se réchauffer. Celui-ci a entendu le bruit du moteur. Il plonge. Brad et Andy le suivent tout en se laissant porter par le courant. Ils cherchent le crocodile qu'ils ont aperçu sur la rive. Le voici. Il est couché au fond de l'eau, immobile. En ralentissant son rythme cardiaque, le reptile peut rester immergé plusieurs heures sans reprendre sa respiration. Mais attention, il n'en est pas moins dangereux pour autant. Brad avance avec précaution. Si l'animal se sent pris au piège, il peut l'attaquer. 3,50 m de muscles et une mâchoire capable d'arracher le bras d'un homme. Brad s'approche. Il se demande si le crocodile le voit avec précision. Lorsqu'il est sous l'eau, l'animal voit flou à cause de la membrane nictitante qui recouvre son œil. Mais comme le requin, le crocodile est doté d'un 6e sens. Des récepteurs de vibrations situés autour du museau lui permettent de détecter les mouvements. Ainsi, il peut chasser des poissons dans l'obscurité. Sentant que la créature qui l'approche est plus imposante qu'un simple poisson, le crocodile préfère fuir. Choisissant de longer la rive, il gagne la pénombre des papyrus. Tout à coup,
il disparaît. Brad est très surpris. À ses yeux, cette rive était parfaitement compacte. Je pensais que les crocodiles s'enfouissaient dans la végétation pour se cacher. Stupéfaits, Brad et Andy vont examiner l'antre secret du reptile. Cela signifie pénétrer dans l'inconnu. Cette caverne abritait un univers dont on ignorait l'existence. C'était assez angoissant de nager dans cette grotte. Le plafond était très bas. Les filaments blancs des papyrus ressemblaient à des vers luisants. C'était un monde de ténèbres. Brad allume le spot de sa caméra pour illuminer la caverne. Dans les racines des papyrus, les plongeurs aperçoivent d'étranges poissons nageant la tête à l'envers. Un gros poisson-chat avance tranquillement au fond de l'eau. Fasciné par cette grotte insoupçonnée, Brad en oublie l'exploration des eaux de l'Aéronnière. Dans cette zone sombre et exiguë, les crocodiles sont dans leur élément et les plongeurs sont des intrus. Encore sous le charme, Brad et Andy entreprennent leur remontée périlleuse vers la surface. Soudain, un crocodile percute Brad. Il s'est précipité sur l'objectif avant de s'échapper. Tout s'est passé très vite. Brad et Andy doivent ressortir immédiatement. Le reptile cherchait-il vraiment à attaquer Brad ? Dans ce cas, pourquoi a-t-il surgi la gueule fermée ? De retour sur la terre ferme, Brad et Andy proposent à Vince de visionner la séquence. Le scientifique n'en revient pas. Jamais il n'aurait imaginé que le crocodile approcherait un plongeur d'aussi près. Regarde ça. L'eau est limpide. Oui, elle est très claire. Ça s'est passé près de la rive du canal qui jouxte l'Aéronnière. Un lieu exceptionnel. Il est assez massif, ce crocodile. Avec cette technique, on pourrait identifier les individus en les prenant en photo, constituer un fichier et suivre les parcours des différents crocodiles d'année en année. Si tu pouvais obtenir plus d'informations sur ces crocodiles adultes, ça nous aiderait beaucoup. J'ai une question sur cette caverne. Est-ce qu'elle s'étend au-delà de ce qu'on a vu ou bien est-ce un espace fermé? Vince ne s'explique pas une chose. Pourquoi les crocodiles disparaissent-ils sous les papyrus? Je savais que les crocodiles avaient accès à une sous-couche quelconque, mais j'ignorais de quoi il s'agissait. À présent, Brad et Andy se posent 1000 questions supplémentaires sur les crocodiles et sur ces grottes. Le documentariste n'a plus beaucoup de temps pour filmer le reptile dans son élément naturel. S'il ne saisit pas sa chance, il devra attendre l'année prochaine pour recommencer. Les tiges et les feuilles du papyrus contiennent une grande quantité d'huile qui fait flotter la plante. En se maintenant à la surface, le papyrus crée une zone d'obscurité sous l'eau. Lors de la décrue qui aura lieu à la fin de l'hiver, le niveau du fleuve baissera et la végétation de surface touchera à nouveau le sol. L'antre secret des crocodiles sera inaccessible jusqu'à l'hiver prochain. N'ayant jamais plongé dans l'obscurité, Brad doit se préparer avant de pénétrer dans la caverne. Sur les conseils d'Andy,
Il commence par plonger dans une lagune tranquille. Il espère que les crocodiles ne seront pas de la partie pour cette première immersion nocturne. Les plongeurs ne voient rien en dehors du faisceau des projecteurs. Si le risque d'une attaque est important dans ces conditions, la menace ne sera que plus grande dans la caverne des crocodiles. Cette expérience permet à Brad de mesurer les dangers auxquels il va s'exposer. Cette fois, tout s'est bien passé, au grand soulagement d'Andy et de Brad. Je suis content de n'avoir croisé aucun crocodile. Dans le noir, on ne voit presque rien au-delà de la lumière des projecteurs. Je suis rassuré. C'est dommage qu'on ne puisse pas distinguer ce qui se trouve tout autour. Qui sait quelles créatures sont tapies dans l'ombre? En hiver, dans le Panhandle, l'air est frais et l'eau affiche 15 degrés. Brad et Andy attendent que les crocodiles viennent se réchauffer au soleil. C'est le moment d'explorer la mystérieuse grotte. C'est peut-être la dernière occasion pour Brad et Andy d'observer les crocodiles dans une eau claire. La décrue a déjà commencé, comme en atteste cette marque sur les roseaux. Les plongeurs amorcent leur descente. Évoluant dans le courant, ils cherchent des yeux l'entrée. Avec une réserve d'oxygène d'1 heure, ils devraient avoir le temps de parcourir la grotte. Avant même de l'atteindre, il repère un crocodile de 4,50 m de long. Certainement un mâle. Jamais il n'avait croisé un spécimen aussi gros sous l'eau. Comment va-t-il réagir à leur présence? Il s'éloigne paresseusement. Ce prédateur gigantesque a sûrement assez de force pour attaquer un pêcheur à bord d'une pirogue. Brad et Andy se tiennent à bonne distance. Le reptile se cache dans l'obscurité d'une crevasse. À côté du crocodile, Brad semble minuscule. Le prédateur a glissé la tête sous les papyrus. Il semble acculé. Brad et Andy prennent d'énormes risques. L'animal est bien plus rapide qu'un plongeur. Brad n'aurait aucune chance. Cependant, il continue de filmer. Puis l'animal s'avance pesamment dans l'obscurité. La demi-ténèbre est rendue plus oppressante encore par les tourbillons de sédiments qu'il soulève à chaque pas. Il s'évanouit dans la caverne. Brad et Andy le suivent dans l'inconnu. Ils décident d'explorer la zone malgré la mauvaise visibilité. Ils ont le choix, le suivre en quasi aveugle ou faire demi-tour. C'est un monde surprenant, un peu hostile. Je n'étais pas très rassuré. Parfois, un rayon de lumière perce depuis la surface et illumine une petite partie de la grotte.
Les plongeurs entreprennent de suivre les nuages de sédiments. C'est le seul moyen pour eux de ne pas perdre la trace du reptile. Andy ferme la marche du cortège improvisé. C'est assez déroutant au départ. En marchant, le crocodile disperse les dépôts du fond de la caverne. À ce moment-là, on ne voit plus rien. C'est l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues lors d'une plongée. Le crocodile les entraîne dans les profondeurs de la grotte. Voilà 20 minutes qu'ils le suivent. Ils sont à 18 mètres de leur point de départ. Le crocodile s'immobilise dans la lumière. Brad ne se laisse pas impressionner et continue de filmer le reptile. Qui bougera le premier? Les dents très blanches du crocodile ressortent très nettement dans cet espace si sombre. C'est magnifique. J'étais soulagée de revoir le crocodile finalement, parce que c'était vraiment effrayant d'avancer dans le noir. Le crocodile reprend sa route. Concentrés sur leur filature, les plongeurs n'ont pas fait attention au chemin qu'ils ont emprunté. Il leur reste 20 minutes de réserve d'oxygène. Le prédateur n'est qu'à quelques dizaines de centimètres. S'ils font demi-tour maintenant, ils pourraient les attaquer. Dans une grotte comme celle-là, on est rapidement désorienté. Quand on suit un crocodile, on ne sait plus où on se trouve, ni où est la sortie. Dérouler une corde attachée au bateau serait malaisé, surtout lorsqu'on traverse des passages étroits encombrés par une végétation épaisse. Dans cet espace exigu, le reptile a un avantage certain sur les plongeurs. Une fois de plus, il s'arrête. Il semble indécis. Va-t-il attaquer ou prendre la fuite? Il choisit la seconde option. Brad et Andy doivent maintenant trouver la sortie de l'antre avec une réserve d'oxygène de 12 minutes. Brad balaye la caverne à l'aide de son projecteur. Soudain, il distingue un autre crocodile. Il est plus petit que le premier. Il pourrait s'agir d'une femelle. On est resté un bon moment avec ces crocodiles. Quand on en trouve un, on perd la notion du temps. Les deux reptiles se rejoignent. Brad se demande si la grotte est un lieu de rencontre pour les crocodiles pendant la saison des amours. On n'en saura pas plus. Ils disparaissent dans l'obscurité de la grotte, emportant leurs secrets avec eux. Plus que 7 minutes de réserve d'oxygène. Les plongeurs sont à 30 mètres de la sortie. Mais où se trouve-t-elle exactement? Ce n'est pas le moment de paniquer. Ils balaient l'espace à l'aide de leurs projecteurs. Mais les rayons percent à peine l'épaisse noirceur environnante. Je n'avais aucune idée de la distance qu'on avait parcourue dans la grotte. J'étais complètement perdue, mais Brad, lui, semblait savoir par où aller. Brad suit un courant très léger dans l'espoir qu'il mène à la sortie. Et c'est le cas. Les plongeurs aperçoivent enfin la lumière extérieure. Ils utilisent les dernières minutes de leur réserve pour l'atteindre. Cette plongée est une grande réussite. Alors qu'ils comptaient simplement filmer les crocodiles dans l'eau, Brad et Andy ont vécu une aventure aussi dangereuse qu'extraordinaire. À l'abri des regards, les crocodiles évoluent avec aisance dans le dédale de grottes qui se trouve sous les papyrus.
À la fin de l'hiver, ces cavernes éphémères auront disparu. Pour Brad, Andy et Vince, cette expérience est le début d'un projet scientifique très prometteur. J'ai envie de passer plus de temps sous l'eau avec les crocodiles. Bien qu'ayant passé sa vie à explorer l'Okavango, Brad vient de découvrir un univers dont il ne soupçonnait pas l'existence. Cette expédition est de loin sa plus belle victoire. Il a osé pénétrer le domaine du crocodile du Nil pour filmer des séquences inédites qui ouvrent des perspectives sur le comportement de ce reptile. Peut-être les mâles attirent-ils les femelles dans ces grottes pour s'accoupler avec elles. Peut-être encore ces grottes sont-elles des terrains de chasse d'où les crocodiles accèdent discrètement aux rives baignées de soleil. Grâce à ces images, Brad nous emmène avec lui sous les papyrus. Si les intentions des crocodiles restent un mystère, celles de Brad et Andy sont claires. Revenir l'hiver prochain pour en apprendre plus. Maintenant que nous connaissons l'existence de ces grottes, nous nous posons de nombreuses questions. Pourquoi les crocodiles s'y cachent-ils? Connaissent-ils bien le réseau des cavernes? Qu'y font-ils exactement? Comment se déplacent-ils à l'intérieur? Cette expérience de plongée aux côtés des crocodiles nous a donné envie d'analyser davantage leur comportement. Nous venons de découvrir un nouveau domaine d'étude. Il y a encore beaucoup à apprendre. Dans un monde où tant de sujets ont été étudiés en profondeur, il est rassurant de constater que la nature recèle encore quelques mystères. Et pour Brad et Andy, l'un d'eux se joue presque sous leurs yeux, dans l'antre secret des crocodiles.